cette dernière partie de notre trajectoire, qui effectivement nous a permis de visiter pas mal de continents assez différents. J'ai souhaité, pour terminer cette table ronde, ce colloque, renvoyer, je dirais, aux acteurs influents du terrain, un petit peu les questionnements que nous avons eus au cours de ces 3 jours. Pour ce faire, donc, nous avons à la tribune quelqu'un que vous avez déjà vu, qui est Michel Larory, à la droite de cette tribune, à votre gauche pour vous, donc, qui a animé hier un atelier sur la posture éthique du chef d'établissement dans les prises de décision autour du numérique. À ses côtés, au centre, donc, vous avez Marc Soyer. Marc Soyer est chef d'établissement à Lyon. Il dirige un ensemble scolaire Fénelon-La Trinité. Et depuis longtemps accompagne nos questionnements sur le numérique, et lui-même dans son établissement scolaire, depuis longtemps dans ses établissements scolaires, il travaille aussi. Et Françoise Mène, qui est au secrétariat général de l'enseignement catholique, la personne qui œuvre pour essayer de faire avancer la réflexion et l'action sur le numérique, et organisatrice par ailleurs du printemps du numérique qui aura lieu au mois de mars. Pour la petite histoire, ça fait partie des gens qui, avec les gens dont on a évoqué, on parlait de certains qui sont ici, ça fait partie des gens qui ont cheminé au cours de l'histoire, et on a cheminé tous en parallèle. Alors ça fait un peu ancien combattant, mais c'est intéressant quand même de voir que nous avons été constants dans la réflexion sur le numérique, et que tous les 4, et ainsi que d'autres collègues, dont Michel et d'autres, nous avons traversé ces 50 dernières années, qui, si on y réfléchit bien, sont quand même 50 années assez extraordinaires, d'un changement qui en est à ses débuts, et sur lequel nous avons une responsabilité énorme, c'est de construire, ce que j'évoquais tout à l'heure, de nouvelles cathédrales, et donc de construire un avenir. Et là, ce qui nous engage, c'est que nous allons repartir dans nos établissements, dans nos espaces de travail, et avec un certain nombre de questionnements. Alors, j'ai proposé à mes 3 intervenants de tenter de répondre à 3 questions. Alors, ça va se faire de façon assez libre. Donc, je vais commencer par la première, c'est quelles sont les craintes, les peurs auxquelles nous devons faire face dans nos établissements face au numérique. Alors, comment vous percevez ces craintes, ces peurs? Alors, on va donner la parole à Françoise, peut-être en premier. Merci. Alors, tout d'abord, veuillez m'excuser pour la qualité de la voix. Approche-toi bien du micro. Voilà, je m'approche bien du micro, sinon ça va faire un peu Macha Merrill à la radio. Voilà. Merci Bruno de m'avoir invité. Merci pour ce colloque, et puis bonjour à tous les visages connus et reconnus, et puis à tous ceux que j'ai pas la chance de connaître. La première question que tu nous invites à explorer autour des peurs, moi j'ai envie de répondre. Il y en a pas mal, des peurs, de mon point de vue. Maintenant, je ne les trouve pas spécialement paralysantes, ni finalement trop freinantes. Elles sont là, il faut qu'on les prenne en charge. Je parlerai juste de 2 peurs. La première, je crois que c'est un problème de choc de culture. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que la culture de l'école, semble-t-il à certains endroits, a peur de la culture numérique. Elle a peur parce qu'elle ne la connaît pas. Elle a peur parce que ça lui fait peur, l'inconnu fait toujours peur, et parce qu'il y a un tas de stéréotypes. Je pense tout simplement, par exemple, aux usages sur lesquels je travaille depuis 20 ans autour des jeux vidéo, et c'est vrai que j'entends des choses absolument incroyables sur les jeux vidéo, alors que ce n'est pas du tout la réalité des pratiques ludiques de nos ados et de nos jeunes adultes. Donc il y a beaucoup de stéréotypes, et donc de méconnaissance, voire à certains moments un petit peu de diabolisation, en disant finalement le numérique c'est diabolique. Voilà, donc je pense que dans ces peurs-là, notre travail, il est aussi d'essayer de décoloniser notre imaginaire à ce niveau-là. Et une petite peur aussi que je rencontre quand j'ai la chance de travailler avec des équipes, ou des équipes diocésaines, mais en tout cas en direct avec des établissements, c'est celle de collègues enseignants qui me disent tout simplement « Mais moi je ne maîtrise pas, j'ai peur de ne pas maîtriser techniquement. » Et alors du coup, comme je ne maîtrise pas techniquement, ben, j'ose pas m'y mettre, j'ose pas essayer. Et cette peur-là, c'est vraiment quelque chose qui me semble être une base pour faire bouger les choses. Jeudi, j'étais en cours avec des étudiants à l'UCO à Angers. Il y avait un problème technique, comme souvent on en rencontre. Je ne suis pas technicienne de formation, je suis de formation de sciences de l'éducation.
j'essaye de manier les outils parce que ça m'intéresse, etc. Donc je ne peux pas débugger tous les bugs possibles et imaginables. Mais c'est un étudiant qui m'a débugué et je l'en ai remercié, mais ça ne m'empêche absolument pas de faire la démarche pédagogique et de construire le scénario pédagogique que j'ai pensé avec eux. Je pense que ça, c'est une des peurs sur lesquelles il faut qu'on revienne. Merci. Marc, qu'en dirais-tu toi de ton côté? Bonjour à tous. Alors moi j'ai plutôt surligné le mot crainte, plutôt peur, par volonté d'optimiser la question peut-être. Selon moi, alors j'ai essayé de catégoriser les niveaux tant du côté des enseignants, des jeunes, voire même des organisations. Je pense qu'effectivement, je vous rejoins quand vous dites qu'il y a quelque chose du côté des enseignants au niveau de certaines craintes parce que justement, ils ne sont pas toujours dans la spécialité, ils ne sont pas encore peut-être des natifs des outils numériques face à des jeunes qui le sont de plus en plus. Donc il y a ce décalage culturel qui se traduit par sentiment d'incompétence en partie, en tout cas, d'un certain nombre d'enseignants sur cette question-là. Pas seulement justement sur l'aspect technique, mais aussi sur des questions d'attention à un fonctionnement sur lequel les enseignants, d'une façon générale, moi le premier, on a été habitué à travailler, c'est-à-dire une espèce de fonctionnement linéaire, séquentiel, et qu'aujourd'hui, les nouveaux outils apportent des aptitudes multitâches. On peut faire 2, 3 choses en même temps, tout en gardant une forme de concentration. Et ça décale beaucoup, ça gêne. La deuxième crainte que j'identifie du côté des enseignants, ça serait plutôt du côté justement de leur fonction même d'enseignant, changement de posture. On passe de plus en plus, on l'a dit pour d'autres aspects, mais on passe de plus en plus du face-à-face pédagogique au côte-à-côte, pour un plus grand nombre d'activités, compte tenu du fait du potentiel des outils numériques et de la relation au savoir que les jeunes peuvent avoir d'une façon, je veux dire, des fois véritable, des fois superficielle, mais en tout cas, dans le fonctionnement de la classe ou du groupe, il y a cette question justement de savoir où le prof se situe et dans le fameux triangle pédagogique de Housset, y a-t-il encore un triangle? Un autre élément un petit peu du côté des enseignants, c'est peut-être, c'est en lien avec ce que j'ai dit en premier point, mais les équipes enseignantes aujourd'hui, même s'il y a une transition bien sûr avec un nouveau public de jeunes enseignants, mais il y a quelque chose en rapport avec la gestion de l'instantané, c'est-à-dire le fait de travailler en temps réel. Alors, je le perçois sur des choses très, très, très segmentées peut-être, mais quand on est face à des environnements numériques, notamment de gestion, de notes ou autres, on est devant de vraies questions pédagogiques. Alors, je n'étais pas là au cours de votre colloque, je ne sais pas ce qui a été dit, mais peut-être que je répète. Mais on s'aperçoit que les environnements numériques, notamment, je prends un exemple, l'école directe pour un certain nombre d'établissements scolaires, eh bien, il y a cette crainte aussi de ne plus pouvoir faire le travail pédagogique quand on met une note des résultats, si on ne fait pas attention en termes de gestion. Le prof qui rentre d'une façon, et on regarde bien justement les spots de connexion qu'il y a, les enseignants continuent à travailler le dimanche après-midi et le dimanche soir. On s'aperçoit qu'une note saisie le dimanche soir à minuit peut être reçue si on ne prend pas garde 2 minutes après par les parents. Et donc au réveil, l'élève est accueilli au petit déjeuner avec son 6 en maths. Et donc tout le travail pédagogique qu'il y a par rapport à la correction au résultat peut être effectivement
en tout cas une grande méfiance de la part des enseignants par rapport à cet environnement-là, s'ils n'ont pas les garanties que l'institution leur permet cet espace. Un autre phénomène que j'ai constaté au travers donc, de réactions d'enseignants, toujours sur ces environnements un petit peu de travail, c'est la question de la propriété intellectuelle. Le fait de mettre sur une plateforme, quelle qu'elle soit, au bénéfice de ses élèves ou étudiants, des éléments de construction d'un cours, de programme ou autre, beaucoup d'enseignants aujourd'hui opposent en disant mais qu'est-ce qu'on va faire de mes traces de cours, qu'est-ce qu'on va faire de mon travail. Voilà, il y a cette question, je ne sais pas si elle a été, je veux dire, évoquée à d'autres endroits, mais qui prend le pas aussi sur le fait qu'on est dans des versions des fois minimalistes de la relation de ces enseignants vers ces environnements-là. Du côté des jeunes, je crois qu'effectivement, les craintes, c'est justement que la place de l'écran en tant que tel dans leur univers devienne une place qui est, on le sait tous, qui occupe tous les espaces et qui transforme dans leur mode de fonctionnement les relations virtuelles, réelles, fatigue aussi, plus une fatigue visuelle. On voit bien, quand on observe un certain nombre de collégiens, de lycéens, que le matin, les yeux rouges, petite nuit, on se réveille quelquefois sans que les parents le sachent, on se connecte, on joue des heures sur des jeux en réseau. Donc il y a cette crainte du côté des jeunes d'être happés par ce monde-là. Et aussi peut-être la question progressivement de la place de l'écriture cursive sur le papier, la question de la production personnelle du jeune devant une multitude de sources. Voilà. Toutes ces craintes que le numérique peut engendrer si, on est uniquement sur le versant le numérique me fait peur et c'est pour ça que j'avance à pas compter ou d'une façon mesurée. Dernier aspect des craintes, ça serait peut-être du côté des établissements. Aujourd'hui, les questions de sécurité, des systèmes, voire même de problèmes liés à la santé, un certain nombre d'établissements ont développé des zones Wi-Fi. On entend aujourd'hui que ça questionne. Quand on connaît l'investissement que ça représente, la Wi-Fi professionnelle n'a pas le même coût que la Wi-Fi d'un particulier. Donc voilà, il y a des choix qui peuvent être problématiques. Les questions également liées à l'accès sans risque de rupture d'un réseau connecté ou interconnecté. Combien d'enseignants interpellent l'institution en disant « j'ai pas eu ma connexion, mon cours n'a pas pu se passer, le réseau a planté, etc. » Donc du coup, le numérique pédagogique scolaire doit passer ses caps. C'est-à-dire que justement, si on est sur une logique où on va interpeller un certain nombre d'environnements à l'extérieur de l'établissement, des clouds ou autres, et bien que cette fluidité puisse être garantie et que les enseignants sont souvent avec leur plan B qui revient à un plan, très classique. Voilà. Plus largement, je dirais, les craintes, peut-être c'est aussi vraiment du cœur, c'est la place de l'école classique dans un monde de plus en plus virtualisé. La question de l'assiduité des étudiants, des lycéens, du décrochage scolaire, le fait qu'on peut continuer à se former peut-être en restant dans son lit ou à sa maison, et puis l'émergence d'autres solutions scolaires justement virtuelles, cours en ligne, les sociétés commerciales, les grands groupes d'édition qui prennent une place, qui aujourd'hui peut-être se positionnent dans une perspective d'enjeu plus dominant d'ici une dizaine d'années. Le fait que ce système scolaire peut aussi s'interroger s'il a une existence sous cette forme-là dans les 20 ans qui viennent. Voilà. Michel, comment tu réagis à ces propos
souscris à tout ce qui vient d'être dit, qui est très intéressant, et je reconnais le point de vue du chef d'établissement qui pense aussi sécurité, qui pense bien à ses profs, à tout le monde, à ses jeunes. Moi, ce que je veux dire, il me semble que ce qui peut... Alors, bon, j'essaie de recouper aussi un peu des questions que tu vas lui poser tout à l'heure, mais il me semble en tout cas que du point de vue des peurs, des craintes, il y a une peur majeure de l'enseignant. Je le sens très fort, j'en ai parlé dans mon atelier, dans certains de mes ateliers hier, une crainte de la part de l'enseignant qui a perdu tous ses repères, qui ne sait pas où il est, qui ne sait pas ce qu'il doit faire, parce qu'il sent bien que la séparation est en train de se faire culturellement avec la génération des enfants qu'ils accueillent. Et ils sont paumés. Je citais le cas d'une enseignante qui est venue l'année dernière à l'issue de son cours, elle débarque dans mon bureau et elle me dit « Michel, je viens vous voir parce qu'avec la classe de 3e 3, voilà, ils sont super sympas. Mais alors super sympas, mais ils n'apprennent rien. Qu'est-ce que je peux faire avec eux? Qu'est-ce que je peux faire avec eux ?» Et donc ils sont déroutés. Moi je les sens très déroutés, très perdus par rapport à cet écart déjà qui est alors générationnel, culturel, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, des enfants qui se trouvent en classe et qui ne renvoient pas à l'enseignant la gratification que l'enseignant attendrait. C'est-à-dire l'enseignant investit beaucoup d'énergie, beaucoup de travail dans ses cours, et il ne retrouve pas la gratification qu'il trouvait autrefois. Et du coup, l'enseignant se positionne d'une façon très malhabile. Parce que l'enseignant, il a aussi au fond de lui quelque chose dans sa culture d'enseignant qui lui dit « il faut que je contrôle ma classe, il faut que je garde le contrôle sur ma classe, il faut que je puisse agir, réagir, éventuellement improviser dans des situations ». Maintenant, il se rend compte que si on utilise d'autres outils, en particulier des outils numériques, d'abord, il va peut-être falloir bouger les tables. Il va falloir changer la géographie de la salle. Il va falloir peut-être prendre des risques, c'est-à-dire dépendre d'une technologie qui ne fonctionnera pas forcément. La craie et le tableau noir, ça marche bien. Mais dès qu'il s'agit de prendre un autre appareil, je risque de perdre le contrôle, donc d'une certaine manière de perdre mon autorité devant la classe. Et je crois que là, il y a une vraie question pour l'enseignant de savoir comment se positionner dans une classe avec ce genre d'outils. Et donc, finalement, quand je suis arrivé dans mon établissement, ce que je dis, dans mon établissement, toutes les classes ont des estrades. Et le bureau est sur estrade. Moi, ça m'a frappé, parce que ça veut dire que, effectivement, c'est sûr. Alors, on ne peut pas enlever les estrades, parce que si je les enlève, ceux qui sont trop petits peuvent écrire, et ceux qui sont trop grands non plus. Donc, on les laisse. Mais ça, ce sont des repères, je dirais, d'une forme de tradition. C'est-à-dire que, globalement, les enseignants s'attachent à ce qu'ils connaissent. Ils ont des modèles, ils ont eu des modèles, leurs enseignants eux-mêmes ont été leurs propres modèles. Et maintenant, ils arrivent dans un contexte où tout est bouleversé, où il faut tout réinventer. Tout réinventer. Et alors là, il y a la peur d'être déstabilisé devant la classe, devant les collègues, vraiment qui me semble énorme. Et ça, c'est pour moi... c'est l'aspect humain, si vous voulez. Moi, j'étais très touché par cet enseignant, puis il y a une autre aussi qui est venue à peu près dans les mêmes conditions. Je suis très touché par ce désarroi qui les touche. Et je me dis finalement, ces enseignants-là, ils sont prêts à aller dans le numérique. Ils sont prêts. Je les sens curieux d'autre chose, mais il manque de modèles, il manque de quelqu'un qui peut les accompagner à discerner ce qui pourrait leur faire retrouver, je dirais, le plaisir intact de la rencontre avec l'enseignant. Alors peut-être que le modèle ancien, à mon avis, a vécu, c'est clair, mais ils n'ont encore pas inventé l'attitude, le modèle, la posture qui va avec, et ils n'osent pas. Quand on a une classe de seconde avec 38 élèves, ce qui est mon cas dans plusieurs classes de seconde comme ça, je veux dire, les enseignants, ils n'ont qu'un objectif, c'est de se dire, je veux que mon cours passe le mieux possible,
Surtout qu'il n'y ait pas de cirque, qu'on ne vienne pas dire que ma classe, je ne la contrôle pas, etc. Donc toutes ces peurs qui sont des peurs élémentaires, à mon avis, freinent beaucoup la prise de risque. Premier point. Le deuxième point, à mon avis important, ça concerne l'idée de sortir du cadre. C'est très rassurant d'avoir un cadre qu'on connaît, mais oser prendre des risques, c'est-à-dire oser sortir du cadre traditionnel, c'est-à-dire de réinventer finalement la classe, en dépit de ce que peut penser l'inspecteur, en dépit de ce que peut penser le chef d'établissement, en dépit de ce que peuvent penser les collègues, mais oser sortir du cadre. C'est-à-dire, après tout, le paradigme du cours, c'est quoi? Et qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de ce paradigme? Et là, je trouve une peur ou une hésitation, en tout cas des risques qui ne sont pas pris spontanément, de crainte, encore une fois, de perdre son autorité. Et l'école est aussi un lieu où les enseignants ont toujours besoin de cette autorité. Alors on pourrait rejoindre aussi tout cet aspect sur les notes, sur l'évaluation, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer très fort au niveau des personnes des établissements. Voilà. Alors les peurs sont nombreuses, il y a des peurs d'insécurité, tout ça, vous l'avez dit très bien avant moi. Ce qui est intéressant, vous l'avez noté, c'est que dans un colloque où on essaye de travailler sur construire la personne, on s'aperçoit qu'on est obligé de se centrer sur ceux qui ont en charge. Alors, j'avais mis un point d'interrogation, je ne sais pas si vous avez vu sur la question, c'était construire la personne, point d'interrogation. Et justement, l'un des points d'interrogation, on vient de parler, c'est probablement justement quel type d'enseignant peut répondre à cette problématique. Et donc, là, je crois qu'on a un véritable objet de travail qui passe probablement d'ailleurs par, au départ, déjà rassurer les enseignants. Moi, chaque fois que j'interviens dans des équipes, on me dit « Ah, c'est bien, vous nous rassurez, vous ne nous culpabilisez pas ». Car l'un des grands dangers serait de culpabiliser les gens avant même qu'ils aient le temps de prendre des risques, justement. Ils se sentent déjà coupables avant même de voilà. faire quoi que ce soit. Donc c'est peut-être une des tâches en amont, c'est de déculpabiliser les enseignants par rapport à cette évolution et par rapport aux risques qu'ils prennent, aux dangers auxquels ils sont exposés. Et du coup, le rôle de réassurance qu'a le responsable des établissements. Alors, on va passer tout de suite à une deuxième question, si vous voulez bien. Peut-il, du coup, y avoir une approche spécifique, et là je vais rentrer plus sur une dimension que nous avons travaillée au cours de ces 2 jours, ces 3 jours, peut-il y avoir une approche spécifique de la place du numérique dans les établissements d'enseignement catholique? Alors, je ne vais pas poser une question vieille y a-t-il une manière catholique d'enseigner les mathématiques y a-t-il des mathématiques catholiques? Alors, du coup, est-ce qu'on peut transposer des choses pour le numérique? Alors, on a quelqu'un de bien passé pour nous en parler déjà. Tout à fait. Merci de poser cette question-là qui est extrêmement intéressante. Et là, je risque d'être un peu longue, donc il ne faudra pas hésiter, Bruno, à me faire signe, à me faire des grands signes. Moi, je pense que déjà, notre spécificité, elle est d'aborder la question du côté de la culture. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple concret, quand ma mission a été créée au secrétariat général, Éric Delabarre a souhaité, on a longtemps travaillé sur l'intitulé. Parce que, mine de rien, intituler des missions nationales, ça a beaucoup d'importance. Par exemple, sur le handicap, il n'y a pas de mission handicap, il n'y a qu'une mission besoin éducatif particulier. Ce n'est pas du tout la même chose. Eh bien, on voulait faire la même force au niveau de la question du numérique. Et du coup, au départ, ça devait s'appeler TIS. Après, il y a eu un essai sur Twig. Mais moi, Twig, je ne peux pas, ça me fait penser au gâteau apéritif. J'ai beaucoup de mal avec les Twig. Et puis, c'est le T qui m'embête, parce que du coup, à chaque fois, le premier mot, c'est technologie. Donc, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, du coup, on a tranché, on a appelé ça mission culture numérique, parce que l'idée, c'est bien de partir de cette fameuse culture et de partir des jeunes, de cette génération actuelle. On va parler plus d'adolescents et de jeunes qui, eux, baignent dans une véritable culture avec des rites, des objets cultes et des rites de passage. Aujourd'hui, dans ma génération, c'était le rite de passage pour devenir adulte, c'était le service militaire. Baccalauréat, service militaire. C'était ça les rites de passage de ma génération. La cigarette aussi. La cigarette, exactement. Mais aujourd'hui, les rites de passage de mes enfants, c'est avoir un téléphone portable, avoir créé un compte sur Facebook, même s'ils n'y vont pas, même s'ils ne sont pas super utilisateurs, mais ils l'ont créé parce que ça fait partie du rite.
Et le troisième, avoir un certain niveau de jeu dans certains jeux vidéo. Quand on a les trois, aujourd'hui, on devient adolescent. C'est pour ça qu'on a tellement de jeunes de CM1, CM2 qui s'y mettent parce qu'ils veulent grandir, ils veulent devenir ados, donc ils créent un compte Facebook, ils veulent à tout prix un téléphone, même s'ils ne sont pas encore dans ces usages. Donc la question, elle est bien de connaître, de la comprendre, de décoder cette culture et de pouvoir voir comment justement on ne va pas perdre le fil de notre projet. Parce que notre projet, c'est bien une vision anthropologique de la personne et à travers le numérique. Ce qui est extrêmement important, justement, c'est de garder cette conception de la personne que nous avons. Et dans un monde qui est éminemment un monde numérique et éminemment un monde d'écran, la qualité des relations humaines, elle doit être particulièrement vigilant à maintenir une qualité de relation. Nous disons que nous ne pouvons pas se contenter que d'échanges à travers les écrans. Et ça demande du coup une alternance entre des moments de vie à travers des écrans et des moments de vie sans écran. C'est cette alternance-là qui est même extrêmement difficile et par moments même médiatiquement pas très comprise, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est développer un homme nouveau qui n'entrerait en relation avec les autres que par les écrans. On n'oublie pas aussi que dans la langue française, le mot écran veut dire ce qui empêche de voir. Ça permet aussi de projeter, mais c'est aussi ce qui empêche de voir. Donc cette qualité de relation, en même temps, on se demande, en termes d'anthropologie, si cet homme nouveau que nous essayons de faire grandir, si le numérique ne permet pas à cet homme nouveau d'être plus solidaire, d'être plus fraternel, d'être meilleur en quelque sorte, à quoi bon? C'est une vraie question. Et cette question-là, nous continuons à la porter. Nous essayons également, je pense, dans spécificité, c'est de travailler sur l'éducation à. Non pas seulement le B2I ou le C2I, apprendre à se servir des outils. Ça, on est tous d'accord que c'est un bagage aujourd'hui fondamental. Mais en même temps, il y a autre chose. Il y a apprendre à vivre avec. On ne peut pas aujourd'hui se contenter d'avoir un règlement intérieur qui, par exemple, dit on n'utilise pas le téléphone portable. C'est interdit. Vous êtes bien d'accord, les collègues, c'est pas simple du tout cette affaire-là. En même temps, dans le téléphone portable aujourd'hui, il y a l'équivalent, enfin même supérieur en technologie de ce qu'il y avait dans la capsule Apollo en termes de technologie. Donc on se dit, mais pourquoi ne pas utiliser cette technologie-là puisqu'ils l'ont dans leur poche, alors que j'ai le règlement intérieur qui me dit non. Donc il va falloir trouver des espaces de liberté et des espaces éducatifs qui doivent être pertinents. Je vous renvoie à la campagne que nous avons lancée cette année et qui n'en est qu'à son début, qui s'appelle « Apprivoiser les écrans ». Vous retrouvez un certain nombre de dispositifs éducatifs et pédagogiques pour les petits et les adolescents, donc collège et lycée, sur le site qui s'appelle apprivoiserlesécrans.com et qui est conçu en partenariat avec l'équipe de Serge Tisseron, donc le laboratoire de Nanterre, et deux autres laboratoires qui sont en train de nous rejoindre pour essayer de mettre en place une mutualisation des pratiques éducatives autour de mieux vivre avec les écrans. Donc mieux mesurer aussi quelle distance je dois prendre. Je pense aussi que dans nos spécificités, le pape François, au passage, vous savez, notre fantastique pape, a quand même la semaine dernière écrit un texte où il dit que l'Internet est un don de Dieu. C'est quand même pas, c'est pas rien. C'est pas rien. Et en même temps, il nous exhorte à travailler cette question de quel homme à travers les écrans. Je pense que deux autres axes me semblent importants pour dire que nous pouvons approcher cela différemment et conformément à notre projet. C'est celui de lutter contre une certaine modernité de façade. Et là, je sais que les collègues ici présents le font, mais je suis confrontée dans mes tours de France, dans tous les sens, à des expériences qui me questionnent, d'équipements d'établissement qui seraient plutôt là pour faire bien sur la plaquette, et puis parce qu'il y a une question de concurrence, alors je vais acheter des tablettes pour tous les sixièmes parce que c'est quand même génial, je vais pouvoir afficher ça, les parents sont contents, la concurrence un peu moins, et puis etc. Et là, je pense qu'on n'est pas... Attention, j'ai pas dit que c'était pas bien d'équiper les sixièmes de tablettes, mais vous comprenez bien cette histoire de modernité de façade. On l'a vu beaucoup avec le TBI.
Le TBI, il y a eu une vague, il fallait mettre des TBI partout. Bah, pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Sauf que quand on voit que finalement, il faudrait faire une étude très poussée, scientifique, je me tourne vers Bruno, mais ça, ce que nous, on constate, c'est plutôt un renforcement de l'interaction entre le prof et le tableau. Ce qui au départ, n'était pas ce que nous sommes, ce qui nous faisait rêver quand on voulait s'équiper avec un TBI. Voilà. Bon, et puis la dernière, qui va dans le même sens, hein, qui est sur le fil de l'éducation universelle, c'est de travailler à la lutte contre l'obsolescence programmée de tous ces matériels et machines et technologies fantastiques. On disait avec Michel encore hier, nous vivons une époque fantastique. C'est vrai que nous vivons une époque fantastique. En même temps, elle est éminemment marchande. Donc, elle est éminemment questionnante du côté de la consommation de nos consommations, de la consommation des ados, des écrans, mais aussi d'une certaine consommation marchande. Donc là-dessus, il faut aussi qu'on apporte nos spécificités. Merci. Alors, je suis gardien du temps, on va essayer de raccourcir un peu, et du coup, on ne peut pas trop de questions, mais par contre, vous laissez le temps de vous exprimer. Michel, peut-être tu veux t'exprimer, puis après ça, on laissera la parole à Marc. Moi, quand j'ai eu la question, je me suis dit comment je réponds à cette question-là, dans le sens qu'elle pas trop. Je pense que l'approche du numérique, voilà. Et au fond, je me disais, ce qui est le plus important pour nous, c'est la personne dans nos établissements. Et si on prend le numérique comme dans certains fantasmes des années 70 ou même 50, quand on imaginait en 2000, on disait on aura des machines à apprendre, globalement on vous injecte quelque chose et vous apprenez. C'est pas ça l'intéressant. C'est pas du tout ça. Au fond, nous on est aussi des accompagnateurs, on est proches des personnes. Et je pense que notre rôle, c'est d'accompagner les personnes à regarder le numérique comme un outil, pas comme une baguette magique, pas comme un outil sans faille. Je pense qu'on aura avec le numérique, comme avec les méthodes traditionnelles, des bons et des mauvais élèves. C'est clair. Je ne pense pas que ça change. Mais par contre, le regard qu'on posera sur les uns et sur les autres sera forcément, et sur nos actions pédagogiques et sur notre projet, sera forcément inspiré de nos racines. Donc voilà, je ne me sens pas habilité à dire plus que ma copine patronne de la mission éducative, qui est bien placée pour s'exprimer à ce sujet. Marc. Alors, je vais faire mon décalé. Moi, je vais traiter cette question sur l'idée déjà, si effectivement on parle d'une approche spécifique du numérique catholique, en tout cas pour les établissements catholiques. Personnellement, moi, ça me pose question. J'aurais de sérieux doutes sur cette hypothèse, de savoir qu'il y aurait un numérique catholique à côté d'un numérique plutôt laïque, voire même en opposition, voire même juif ou musulman. Enfin voilà, c'est assez basique comme réaction. Et je me dis, c'est bien sûr, j'adhère à la vision que vous partagez sur la dimension culturelle, la place de l'homme, les questions anthropologiques, qui peuvent être, je veux dire, également l'affaire de nos collègues d'autres espaces, hein, et que d'un côté, il n'y a pas que les techniciens et les races bitumes qui ne pensent que numérique en termes d'outils technologiques, et de l'autre côté, nos institutions qui sont là pour sauver la planète et en tout cas sauver l'humanité. Voilà. Donc je me positionnerai plutôt, moi, il n'y a pas pour moi une approche spécifique de l'enseignement catholique sur la question du numérique si on est centré sur les contenus. Hein, je pense qu'on a tous, quand on est dans le système éducatif, qu'on soit un enseignant du public comme du privé, on a cette vocation à accompagner la personne avec des dimensions des fois plus prégnantes d'un côté ou de l'autre, mais en tout cas, je crois qu'il y a cette préoccupation. En tout cas, je le ressens dans mes relations externes et familiales, puisque j'ai quelques frères, sœurs, neveux de l'autre côté de la barrière. C'est pour ça. Voilà.
Alors, il y a quand même une réponse pour moi, hein, malgré tout. Je dirais que si on parle d'approche spécifique de l'enseignement catholique en matière numérique, je pense que ça pourrait concerner, à mon avis, plutôt le processus que le fond. Je m'explique. On a, je pense, voilà, pour le faire, une tradition propre à notre identité d'établissement catholique ou d'enseignement catholique sur la place, par exemple, de l'innovation, sur la place de la capacité au changement et à la réactivité. Un certain nombre de nouveaux courants ou de nouvelles sollicitations ou lames de fond qui nous concernent. Et donc, je pense que ma réponse serait on a certainement un rôle à jouer sur cette question justement du processus. Parce qu'on pourrait prendre appui, ou on prend appui dès à présent, sur des pratiques déjà reconnues de notre expérience en matière, je veux dire, de réactivité. Esprit d'initiative, surtout à partir du terrain, à l'inverse d'un modèle basé sur l'injonction, hein, sur la note de service, qui descend du bas vers le haut. Et que je pense que le modèle de l'éducation nationale, le curseur en grande partie est encore là, notamment quand il s'agit de diffuser. Hein, peut-être pas du côté de la recherche ou je veux dire, de l'expérimentation, mais quand il s'agit de traiter la masse, on est plus sur des modèles injonctifs. Je pense qu'on pourrait exploiter une large place à la logique d'émergence, hein, c'est-à-dire permettre aux équipes sur le terrain, justement, de prendre plus facilement la main sur ces questions-là, parce que la structure le permet. On a cette place, cette marge de liberté, d'initiative, où la question de rendre des comptes n'a pas la même traduction que dans les institutions de nos collègues d'enseignement public. Deuxième élément qui me fait pencher sur cette hypothèse, pour moi plutôt séduisante, c'est également la capacité à être dans une logique d'échange, de pratique d'expérience, pratique et d'échange d'expérience. Donc une place importante, à côté de la logique d'émergence, à la logique de coopération. Hein, le fait de faire réseau, le fait de développer, Michel Larory en est, je veux dire, l'exemple même, la dimension de réseau et la prise d'initiative au départ, on va dire, sur l'intuition, hein, et bien l'exemple qu'on a 7 espaces à conquérir ou à occuper sur cette question-là, comme sur d'autres, en tout cas, pour la question du numérique. Voilà. Merci. Alors, je vais faire quelque chose qui est totalement incorrect, mais c'est aussi la gestion du temps et de l'espace. Je vais demander à Françoise Mène de conclure, je vais frustrer les deux collègues, mais ça n'empêchera pas de continuer. Sur la troisième question. J'avais le plus travaillé. Et alors, justement, j'allais vous proposer, étant donné que j'ai prévu de terminer à midi précis, j'ai prévu, je mets quelle heure pour vous et pour tout le monde, simplement que vous puissiez continuer de manière peut-être informelle. Alors du coup, et je vais vous demander quels sont selon vous les axes prioritaires sur lesquels il faudrait travailler dans les établissements pour un développement pertinent du numérique. Alors j'ai vu que Françoise avait fait une série, alors on va quand même donner la parole à Françoise déjà, on verra bien après. C'est gentil, mais je vais aller très vite. Voilà. Très vite pour que mes collègues puissent pas aussi parler. Je pense qu'il y a un des leviers pour vraiment avancer, c'est de penser l'établissement avec une globalité, c'est-à-dire que les projets, les volets numériques, comme vous l'avez dit ce matin aussi tous les deux, soit penser dans une globalité, dans des solutions légères et adaptables qui permettent du coup un investissement et un engagement de tous les professeurs sur le long terme. Je pense qu'un autre levier essentiel, c'est de ne pas opposer culture de l'écrit, mais je suis toujours dans la culture, culture de l'écrit, culture de l'écran, puisque on a aussi des tentatives d'établissements qui passent sur le tout numérique. Alors on dit, hop, on met tout en numérique. C'est super, sauf qu'on ne peut pas cognitivement s'en sortir dans les écrans si on n'a pas la culture de l'écrit. Et la culture de l'écrit, ça ne veut pas dire un livre. Un livre numérique est un livre, donc il a la culture de l'écrit, même s'il est numérique. Mais il faut travailler la temporalité, la narration, tous ces aspects-là qui sont essentiels. Si on ne maîtrise pas ça, on ne maîtrise pas la culture de l'écran. Il ne faut pas opposer les deux, il faut bien aussi être dans ce jonglage. Un autre levier, c'est celui, vous l'avez dit, mais je pense que c'est essentiel de se le redire, c'est de rassurer, d'accompagner, de former évidemment, mais d'accompagner les équipes
de différentes manières pour valoriser les innovations, pour rassurer et puis pour aider petit à petit les mises en place, les familles aussi. Il faut accompagner et travailler avec les familles et là c'est aussi une de nos spécificités. Un autre des leviers, c'est celui de se dire que le numérique est réellement un levier pour la réussite de tous les élèves. Parce que là, pour le coup, nous, vieux routards de l'enseignement, on peut se dire qu'il y a eu des années où on n'avait pas les outils. Je pense aux autistes, par exemple. La semaine dernière, j'ai vu un caisson sensoriel pour les autistes, qui est une réelle innovation technologique pour faire en sorte que ces personnes-là se sentent mieux. Ça, ce sont des choses qu'on n'a jamais pu avoir à l'école. Donc il y a vraiment, et j'en passe, c'est des meilleurs sur les 10 et compagnie, vous le savez bien. Donc on a là un levier fantastique pour faire réussir tous les profils d'élèves. Donc ça me paraît essentiel. En même temps, le levier, c'est aussi de donner l'accès à tous. En se disant qu'il y a aussi des tabous en France, on ne veut pas parler, et je suis bien placée pour le savoir, ici ou là, on ne veut pas parler des chiffres d'Emmaüs ou d'ATD Quart Monde ou du Secours catholique qui nous redisent qu'il y a 20% de la population française qui n'a pas accès à Internet. Et que dans les foyers qui sont autour du SMIC, 56% du budget familial est consacré à la téléphonie. Donc on a là une réalité qu'on ne prend pas assez en compte dans les établissements. Je pense tout simplement quand un professeur donne du travail, soi-disant à la maison, ne serait-ce que s'il faut imprimer, ça peut être fatal. Voilà, enfin, vous comprenez les points de vigilance. Le dernier point, ce serait aussi un levier qui n'est pas encore assez travaillé, je trouve, c'est de prendre en compte les compétences des jeunes qui sont en face de nous et qui ont des compétences techniques, mais pas que. Et ils développent aussi des compétences cognitives qui sont différentes de celles qui sont mobilisées à l'école et qui mériteraient justement d'avoir davantage de transfert entre ce qu'ils vivent à l'extérieur de l'école et ce qu'ils acquièrent à l'école. Du coup, si on veut rester fidèle à notre projet, en termes de levier, il faut que le numérique puisse servir les pédagogies collaboratives, participatives et coopératives qui sont inscrites dans le fondement du projet d'enseignement catholique. Une frustration? Non, parce qu'elle a dit tout ce que je pensais. Ah, merci. Non. Une frustration? Oui, un peu. Vas-y. Ah, bah voilà. Allez, 30 secondes. Moi, j'adhère avec l'essentiel de ce qui a été dit. Peut-être que je rajouterais que aujourd'hui, notre monde de l'enseignement ne permet pas complètement l'émergence de ces pratiques, de ces nouveaux métiers, parce qu'on raisonne toujours et encore en termes de contrôle et de verrouillage. Donc, tant qu'on est dans des systèmes où d'abord l'hyper-contrôle de ces systèmes informatisés et, je veux dire, à ce stade-là, je pense qu'on n'évoluera pas vers cette transition numérique parce qu'il y a aussi le risque, l'alchimie, sécurité et utilisation du numérique verrouillé, on arrive quand même à un espace très réduit, très organisé, et l'espace de liberté, c'est un nouveau mot à la Ségolène, l'espace de liberté et d'autonomie, donc, est réduit, on va dire à néant, mais comme à faire valoir. Donc du coup, je pense qu'effectivement, il y a aussi à concevoir des systèmes ouverts, en prenant le risque de la confiance. 12h00. Mesdames, Messieurs, je vous remercie beaucoup. Je vais juste profiter de quelques instants pour remercier aussi les gens qui ont participé à l'organisation. D'abord, à l'entrée, vous avez Sophie Jamin et ses collaborateurs. Elle n'est pas là pour l'instant, mais on lui transmettra des applaudissements. Eric qui nous a aidés pour l'organisation aussi. Et qui va nous faire souvenir, parce que c'est lui qui va s'engager maintenant dans la post-production. Mesdames, Messieurs, je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre participation active, d'être restés jusqu'à l'heure finale, avec 1 minute de retard maintenant. Merci à tous nos intervenants, et je vous souhaite bonne continuation à suivre, évidemment, en ligne en tout cas. Merci. Merci.